Merci d'être avec nous encore ce soir. Bonsoir. L'axe des législatives encore ouvert ce soir. Nous démarrons avec le point PDCI, deux axes. Alors après le démenti de son soutien au candidat à l'élection présidentielle, Jean-Louis Billon, Djikaoué se positionne-t-il pour les législatives? À suivre avec nous. Et puis le second point qui attirera notre attention, cette information donc survenue sur les réseaux sociaux que nous avons vue. Et nous allons donc décrypter avec vous le personnel du PDCI RDA en grève pour salaire impayé depuis ce 11 novembre. Détail et analyse avec nos amis sur le plateau. Ensuite, Awa Dombello qui mobilise pour les législatives du 27 décembre 2025. On va faire le décryptage tout à l'heure. Ensuite, regardons la Côte d'Ivoire qui décroche la 84e place mondiale avec 58 destinations sans visa sur 199 pays. Ensuite, en seconde partie, ce sera un point à l'international, la Guinée, la présidentielle Mamadi Doumbia face à 8 candidats. Et on terminera évidemment avec ce point important. L'Union africaine appelle à une aide urgente au Mali. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Nous sommes le Grand Talk et nous aimons décrypter l'actualité nationale et internationale. Merci de votre fidélité à ce programme. C'est un honneur pour nous. Messieurs, ce soir nous accompagnent, messieurs et mesdames, vous qui nous regardez de partout en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous accompagne ce soir Marius Komoé. Bonsoir. Bonsoir Christelle. De retour. Bonsoir. Oui, merci Christelle. Et puis je saisis l'occasion pour saluer donc la population d'Etiancro, d'Anéquadiocro, de Ngracon, de Assacro et de Cabrancro dans la sous-préfecture d'Aniassué. Ce serait bien que vous puissiez saluer un jour les populations d'Odiéné, de Pogo, de Dabou. Oui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est saluée à travers donc, ces villages cités. N'est-ce pas? Daouda Koulibaly. Y compris le village de Daouda Koulibaly. Bienvenue également de Boaké et encore Yakou. Merci beaucoup Christelle. Ça fait beaucoup de crocs en une seule phrase. Qu'il me soit permis de saluer Rilaz Clothing qui ce soir m'habille de cette belle surchemise. Voilà, c'est très beau. Beige, c'est très beau. Et qu'il me soit aussi permis de saluer toutes les populations de Boaké, notamment celles d'Odiné-Korani. Et je pense personnellement à une personne, je parle de Yakou Diallo, la personne qui fait aujourd'hui office de père pour moi parce que depuis tout petit, il m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Donc Yakou Diallo, big up à toi. Papa Yakou Diallo, bonjour. Marius Komoé. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les téléspectateurs de Live TV. Lassina Keita, vous nous rejoignez encore une fois ce soir, bonsoir. Oui, toujours un plaisir renouvelé. Je me permets, pour sacrifier la tradition, de saluer tous ces gars-là, notamment le quartier Binaté. Gandhi Koué, vous allez saluer Gagnoa, assurément. Non, je ne saluerai pas Gagnoa, je vais saluer plutôt Agboville. Agboville. Je vais saluer Agboville. J'ai un ami à qui je voulais vraiment faire un coucou ce soir. Il s'appelle Dofou Fabrice. C'est son anniversaire, il s'appelle Fair Play. Très bien. Moi, je me fais fort au nom de toute la direction de la chaîne de saluer toutes les populations de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Vous qui nous suivez assidûment, merci infiniment de votre fidélité à ce programme. Messieurs, ouvrons notre émission avec cette actualité PDCI. Alors, il nous est revenu, et nous l'avons vu donc sur les différentes plateformes d'information, le personnel du PDCI en grève pour salaire impayé. Alors, selon des sources bien introduites au sein de la Maison Verte, cette grève est liée à des arriérés de salaire que leur doit la direction générale du parti. En effet, l'ensemble du personnel a cumulé des mois de travail sans être payé depuis une certaine période. Ils n'auraient reçu aucune explication de la direction générale ni du secrétariat exécutif. Grève lancée ce 11 novembre, l'aboutissement donc des mois de patience qu'ils auraient enduré. Docteur Barry, analysons cette actualité PDCI-RDA. En même temps, on va surfer sur le point Jean-Louis Billon / Djikaoué. Allez-y. Écoutez, Christelle, comme vous l'avez dit, ce jour-ci, on a eu des remous au PDCI-RDA. Je pense que de ma connaissance,
depuis que je suis le PDCI, c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire reliée au parti. Mais bon, selon les informations que j'ai, tout est rentré en ordre. Ah, très bien. Les salaires ont été payés. Magnifique. Tout, pour aller plus loin, je dirais qu'en politique, rien n'est petit, rien n'est hasard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur les faits? Bon, selon les informations que j'ai pu récolter, c'est que le personnel n'a pas été payé pour le mois d'octobre. Selon les informations que j'ai, il s'agit d'un mois de salaire en question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un changement au sein du parti. Le docteur Emou Sylvestre était au niveau du secrétaire exécutif. Il y a un nouveau secrétaire exécutif. Est-ce que c'est lié à ça? Je n'ai pas d'éléments probants pour pouvoir répondre à cette question. Mais une chose est sûre, rien ne se fait au hasard quand il s'agit d'un parti politique. Et quoique un parti comme le PDCI, parce que on sait tous le contexte dans lequel le pays évolue. Il y a des tensions, il y a la préparation des législatives. Le président Thiam n'est pas là depuis plusieurs mois. Il y a un certain nombre de cadres du parti qui souhaiteraient compétir pour les législatives. Dont la liste est attendue, hein, dans la liste justement des candidats retenus. Et il y a d'autres qui sont encore PDCI, mais qui sont mis à l'écart. Je veux parler notamment de M. Jean-Louis Billon, qui était candidat à la présidentielle. Donc, tout ça mis ensemble fait que tout ce qui a trait à la vie du parti ne peut pas passer inaperçu. Si c'était un parti politique entre griffes mineur, je pense que ça n'aurait pas autant défrayé l'actualité. Mais vu que c'est le PDCI, c'est un parti qui compte et on sait le contexte dans lequel le parti évolue depuis l'arrivée de M. Tidiane Thiam. À chaque fois, il y a eu, quand ce n'est pas en justice, c'est en interne, il y a des mouvements qui naissent, il y a des soubresauts. Mais tout ça fait partie de la vie d'un parti politique, je pense. Il n'y a pas de parti politique où il n'y a pas de différends. La différence entre les partis, c'est comment on gère les différences en question. Est-ce qu'on les gère en interne ou bien la justice s'en occupe? C'est là où la différence se situe à mon niveau. Lassina, votre regard justement sur cette actualité-là? Oui, c'est la preuve que le PDCI va mal. Est-ce que ce n'est pas exagéré, hein? Oui, mais lorsqu'on n'arrive pas à payer des salaires, est-ce que l'argument selon lequel c'est parce qu'il y a eu un changement de secrétaire exécutif que les salaires n'ont pas été payés? En principe, s'il y a un budget, s'il y a un virement qui se fait, il n'y a pas de problème. Et ça montre que là où le PDCI est actuellement, il n'était pas prêt pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est votre regard. C'est un indicateur. Ça veut dire qu'au PDCI, les indicateurs sont au rouge. Et comme il l'a si bien dit, la crise qui continue de secouer le PDCI n'arrange pas ce parti. Et ça, c'est... En même temps, on parle d'un mois de salaire. Hein? On parle d'un mois, pas de 6 mois, 7 mois. On parle d'un mois. Est-ce que déjà on peut dire pour un mois de salaire qui n'était pas prêt à diriger? Il faut attendre plusieurs mois, alors qu'on va vers décembre, c'est la fin. Les employés ont été prévenants. Et ils ont eu quelqu'un a dû leur souffler que ça ne va pas, donc il faut que vous vous levez. Si vous ne vous levez pas, ben, vous risquez de fêter les fêtes dans le noir. C'est ça. Donc dans ces conditions-là, on peut raisonnablement et valablement dire que le PDCI a des soucis, surtout que le président de ce parti est absent depuis près de 6 mois pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez conduire la barque lorsque vous êtes absent au gouvernail? Donc, pour revenir sur la question Bion Guikawe, je pense que là où M. Guikawe est aujourd'hui, il a besoin de montrer patte blanche. Vous vous souvenez que dans la crise aux élections présidentielles, M. Guikawe a été le seul député qui n'est pas sorti de l'hémicycle lorsque tous les députés sont sortis. Donc, les gens le regardent. Vous savez qu'en politique, les gens sont très rancuniers. Donc, s'il ne montre pas patte blanche maintenant pour dire au président que « Ah non, président, je suis toujours avec toi », parce qu'on risque de ne pas le choisir parmi les députés PDCI. Sur la liste des députés PDCI. Et aller en indépendant, pour la personne qu'il est, la valeur qu'il est, ça ne va pas être une bonne image pour lui. Donc là, je dis qu'il est obligé de montrer patte blanche. Et pourquoi Jean-Louis Billon, justement, ça sera avec Gandhi Koué. Gandhi Koué, on regarde un peu l'actualité. Lassina estime que cela démontre que le PDCI va mal. Les employés, selon lui, ont bien fait de porter l'affaire en public pour que solution soit trouvée. On nous annonce ce soir que
le frère du président aurait donc cherché donc des solutions pour aider ces travailleurs-là. Et puis, vous regardez l'actualité Billon Dikawe. Bon, en fait, Christelle, là, je pense que cette situation-là, il faut le dire, pour un parti comme le PDCI, c'est quand même déshonorant. C'est pas pour tous les partis politiques, c'est vrai, ont des problèmes en interne. Mais quand on a ce genre de situation avec le PDCI, qui a quand même des cadres, qui a 66 députés, je suis persuadé que les gens font les cotisations et qu'on a ce genre de situation à l'externe, tout le monde le sait, je pense que c'est qu'il y a problème. Et c'est peu religieux pour un parti. Le parti d'Houphouët-Boigny, le parti de Bédié, vraiment, comme pour parler comme les Ivoiriens de la rue, Houphouët est vraiment mort, Bédié est vraiment mort. C'est vraiment pas honorable. Et c'est honteux pour le président du PDCI qu'on a présenté comme un homme de prestige, un homme riche. À la réalité, les faits sont là, les gens n'ont pas été payés. Et tenez-vous, il y a le siège du PDCI de Cocody, mais il y a aussi la permanence de plateau où les gens aussi ont été, comme on appelle, ils ont été touchés par cette situation. Juste une petite pause, Gandhi. Alors, un parti politique, comme toute entité, peut connaître des difficultés. Est-ce que oui, on devrait les clouer au pilori? Non, tout à l'heure, je l'ai dit, on a des problèmes, hein, comme tout parti politique, hein, vous savez. Mais je veux dire, ce genre de problème pour un mois où le personnel n'est pas payé avec cette situation électorale, vous savez que depuis un certain temps, Thiam a été présenté comme le messie, celui qui arrivait pour apporter quelque chose de neuf au PDCI, avec l'image déjà, avec tous les déboires que lui-même il a connus. Il a connu déjà ce genre de problème en interne chez lui avec une de ses gouvernantes. Aujourd'hui, c'est le personnel. Ce n'est pas des images à redorer quand même le blason du PDCI. C'est quand même le parti, le premier parti. Il a 66 députés. En dehors de ça, il y a des anciens ministres, il y a des cadres. Donc, ce genre de situation ne peut pas quand même arriver jusqu'à sortir. C'est grave. Et tenez-vous bien, je pense que cette situation, nous sommes aujourd'hui le 11, mais ça part depuis une certaine période. Ils ont dû interpeller depuis longtemps. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils étaient obligés de s'exprimer là où ils sont en train de déposer les dossiers. Donc moi, je pense que, quoi qu'on dise, ce n'est pas une situation qui peut vraiment arranger le PDCI. Et ça dénote déjà du malaise qu'il y a aujourd'hui au PDCI depuis l'arrivée de Thiam. Les gens se plaignent. On sent qu'ils ne sont pas vraiment soudés. Parce que vous voyez, quand on est dans un parti, ce genre de situation-là peut arriver, mais on peut se calmer, on peut régler ça en interne. Mais dès lors qu'on décide de mettre ça sur la place publique, c'est que le malaise est profond. Maintenant, pour revenir sur Billon, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, je pense que l'ancien secrétaire exécutif du PDCI l'a dit, hein, Dikawe, qui est candidat à sa propre succession dans le GOR, à Gagnoa sous-préfecture, il a essayé de donner sa part, mais vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit, avec beaucoup d'accusations, nous sommes en politique. Les candidats désirés, mais on ne sait pas encore s'il sera retenu sur la liste finale du PDCI. Oui, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est quand même un dinosaure. Il est candidat, il est PDCI, il est député en exercice, il a les 1000 chances d'être choisi. Mais quand je vois le nom dit, c'est que l'idée, c'est de pouvoir déstabiliser de telle sorte que Dikawe ne puisse pas être réélu, parce que c'est comme ça. La politique, c'est ça, à la guerre comme à la guerre. Qui souhaiterait, qui selon vous serait la manœuvre? Parce que tout à l'heure, vous avez constaté, depuis un certain temps, il a pris de la distance, il s'est retiré du poste qu'on lui avait donné de conseiller, il s'est retiré de la gestion de Thiam, si je peux m'exprimer ainsi. Plusieurs fois, quand le PDCI a manifesté son mécontentement au niveau de l'hémicycle, il ne s'est pas manifesté. Si même quelquefois on l'a lu, il a dit qu'il ne partait pas dans les marches parce que lui, il était sous contrôle judiciaire. Donc je pense que ça ne peut pas pouvoir suivre. Aujourd'hui, on veut avoir des lieutenants qui sont avec nous. Quand on constate qu'on a des lieutenants qui ne sont pas dans la même position, bien dans la même direction que le président, je pense qu'il y a lieu de pouvoir le gommer. Et c'est ce que Dikawe est en train de vivre aujourd'hui, malheureusement. Marius Komo, est-ce que de mémoire, il y a déjà eu une telle situation pareille au PDCI-RDA, tant sous la gouvernance donc, du président Félix Houphouët-Boigny ou du président Henri Konan Bédié? Ensuite, vous embrayez sur vos différents points. Ni sous Bédié, encore moins sous Houphouët, on aurait vécu cela au PDCI-RDA. Houphouët, un homme averti, voyait ce parti comme la prunelle de ses yeux. Et il faisait de ce parti et de son fonctionnement le point central de toute sa politique de gestion du pouvoir d'État. Au-delà de cet aspect des choses, même quand le président Bédié a pris les rênes du parti, eh bien, il est advenu que le parti a été financé de leur propre poche. Par exemple, les voyages des cadres, y compris le président, eh bien, étaient financés de la poche du président Bédié comme du président Houphouët-Boigny.
Le président Houphouët, encore moins le président Bédié, n'attendaient pas forcément les subventions de l'État pour faire fonctionner le PDCI RDA. Eux-mêmes mettaient la main à la poche. Est-ce que c'est un exemple qui est répété dans certains partis, dans tous les partis? C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le PDCI et ses cadres, les cadres du PDCI sont des cadres qui sont comparables à des bébés gâtés parce que choyés, ils ont été bercés par le premier président de la République de Côte d'Ivoire dans l'or et dans le diamant. Ils ne mettaient véritablement pas la main à la poche. Mais sous Bédié, les choses devraient un peu changer. Malheureusement, Bédié a continué les actions d'Houphouët en mettant lui-même la main à la poche pour faire fonctionner le parti et même pour soutenir des cadres. Marius, quand vous prenez l'image, enfin, je vais quote, quand vous prenez l'image de bébé gâté, c'est pas un peu trop dire? Non, ou c'est vraiment ce que vous ressentez par... Non, mais le PDCI, même le cadre... Les cadres contribuent, les cadres cotisent. Je vous en prie. Beaucoup de cadres ne payaient pas. Hein. Au niveau du PDCI RDA, ils ne s'acquittaient pas de leurs devoirs, de leurs obligations financières. Ça, c'est connu et ce n'est pas nouveau. Seulement, un certain nombre le faisaient, mais pas tous. D'ailleurs, c'est ce qui, aujourd'hui, justifie les différents problèmes qu'on a. Parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui, contrairement à l'époque de Bédié et d'Houphouët, le PDCI aujourd'hui, pour les voyages de ses cadres, c'est payé avec l'argent des caisses du parti. Et donc avec le financement public, mais également avec les cotisations des cadres du parti. Ce qui n'existait pas préalablement, ni sous Houphouët, ni sous Bédié. Mais aujourd'hui, avec les déplacements, le fonctionnement du parti découle des financements des caisses du parti, ce qui n'est pas évident. Et donc, le président, il le disait tantôt, Tidiane Thiam, vivant hors du pays, gère le parti à distance et doit être obligé de compter sur des cadres qui lui sont excessivement fidèles pour pouvoir naturellement tenir le gouvernail, comme il le disait tantôt. Mais au-delà de tout cet aspect des choses, il faut que le PDCI et les cadres surtout du PDCI, les militants dans leur grand ensemble, comprennent qu'un parti politique ne peut éternellement vivre des cotisations, du financement de leur président. C'est-à-dire, ce n'est pas un président, ce n'est pas à Tidiane Thiam de faire forcément fonctionner le parti. Il faut que les cadres mettent la main à la poche, il faut que les militants payent leurs cartes d'adhésion et payent leurs cotisations pour faire fonctionner le parti au-delà du financement public que peut attendre du parti eu égard à ses représentations à l'Assemblée. J'ouvre une petite porte pour une digression. Est-ce que c'est une situation que nous retrouvons dans la plupart des partis politiques dans notre pays, où c'est le chef qui soutient? Bien entendu, au RHDP, par le passé, c'était le RDR. Au RDR, le parti vivait et fonctionnait grâce à à M. Alassane Dramane Ouattara. C'est tout comme. Voilà, bien sûr. C'est lui qui finançait le parti, c'est lui qui gérait tout, c'est lui qui aidait la plupart des cadres qui étaient au chômage. PPACI, ex-FPI, c'était également... Vous savez, le mal ici, c'est que quand vous êtes opposé à un parti, vous n'avez pas d'activité. Malgré votre capacité intellectuelle, on vous met de côté. Vous n'avez pas, à l'exception de quelques-uns. Bon, sous le régime actuel, on se rend compte que des cadres qui sont de l'opposition, revenus d'exil, ont retrouvé leur poste dans l'administration publique, ce qui est salutaire. Mais ce n'est pas tout à fait évident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en appelle donc à la responsabilité des militants et des cadres du PDCI à mettre la main à la poche pour faire fonctionner leur parti, pour nous éviter ce que nous sommes en train de constater. Daouda, quel est votre axe justement d'interprétation de cette actualité? Je pense que je vais prendre les trois axes maintenant. La première des choses, c'est que j'ai vu que tout le monde a parlé de Henri Konan Bédié, de Houphouët-Boigny. Je ne vais pas revenir sur Houphouët-Boigny, je vais m'appesantir sur Henri Konan Bédié. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde savait que le PDCI était financé pratiquement des poches de Henri Konan Bédié. Mais il est important de mettre dans le contexte que Henri Konan Bédié était ancien président de la République. Ça, il ne faut pas l'oublier. Henri Konan Bédié avait de très bons rapports avec le président Ouattara, qui lui donnait du grand frère, lui donnait du petit frère. Donc, on est en politique. Ils ont été alliés dans des moments assez difficiles de la vie de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a certaines largesses que son petit frère, en tant que président, pouvait lui faire. Ça, il faut prendre ça en compte. Il pouvait bénéficier. Son petit frère pouvait bénéficier. Et Tidiane Thiam arrive. Il prend le PDCI. Ouais. Quand il prend le PDCI, il est important de mettre aussi dans le contexte que pendant des années, à cause de la gestion de Bédié qui le faisait pratiquement, j'ai envie de dire, aux 3 quarts seul, avec le soutien d'autres personnes,
les gens n'ont pas cette habitude de cotiser, de cotiser, de cotiser. Naturel, le président, voilà. Le président Bédié. Maintenant, n'oubliez pas que M. Tidiane Thiam, c'est un financier, tout et tout. Il y a une façon de voir, de structurer les choses. Donc, il ne faut pas tout lui mettre aussi sur le dos. Et je pense que c'est là où je rejoins Marius. Il y va aussi de la responsabilité de chaque cadre du PDCI. La troisième chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de cadres du PDCI aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, en exil de leur propre fait, parce que moi, de mémoire, je n'ai pas encore vu de texte qui dit qu'on poursuit X, Y ou Z. Il y en a qui ne sont pas au pays, tout et tout. Donc ça fait qu'il y a comme une déstructuration du PDCI. Mais il y en a quand même qui sont là. Ils sont là, mais généralement, vous savez que dans nos partis politiques, c'est à l'image, comment on appelle ça, du pouvoir, de l'État. On a un pouvoir qui est très concentré au niveau du président qui prend les décisions et autres. Voilà. Donc ça, il faut pouvoir mettre tout ça en contexte de sorte que les gens puissent régler ce problème-là. Et si on en arrive là, pour que des ménagères, des techniciens de surface, du personnel administratif, pas jusqu'à se plaindre, ça veut dire que, comme M. Keïta le dit, il n'était pas prêt. Parce que si, au niveau micro, tu as un problème comme ça, ce n'est pas au niveau macro, plus de 322 000 km² que tu vas pouvoir gérer. C'est ce qui est bien dommage. Quand je finis de dire ça, je viens sur le cas Gikaoué. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, Gikaoué qui fait une sortie, il est obligé de montrer patte blanche. Non, je n'ai pas soutenu Bion, je n'ai pas fait ceci. Pourquoi obligé? Pourquoi vous utilisez justement ce terme? Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, pardon. Voilà. Pour dire quoi? Aujourd'hui, les candidatures, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez comment est-ce que le PDC a déposé ses candidatures? On attend la liste en tout cas. Justement, on attend la liste. Mais selon moi, les infos en ma possession, les militants du PDCI iront déposer leur candidature à la maison du parti. Et c'est au PDCI qui, demain c'est le 12. C'est la date limite. C'est eux qui vont aller déposer. Donc, qu'on le veuille ou non, on est en politique. Et en politique, généralement, les gens se règlent les comptes. Parce que certaines personnes estiment que Gikaoué, Maurice Kakou Gikaoué, député du GOR, a fait preuve de félonie vis-à-vis de Tidiane Thiam. En démissionnant de son poste. En démissionnant de son poste, il a... De conseiller spécial. De conseiller spécial, il a jeté un pavé dans la mare pour critiquer, comment on appelle ça, la gestion structurelle de M. Tidiane Thiam, tout et tout. Pour certaines personnes, c'est une preuve de félonie. Donc, d'aucuns voudraient peut-être régler leur compte avec lui. Et au-delà de lui, je pense que sûrement, il y a d'autres députés avec qui ils ont envie de régler les comptes. Mais de mon point de vue, si je devais donner peut-être, comment on appelle ça, un conseil au PDCI, mais c'est de faire, c'est de copier pratiquement ce que le RAGP a fait. Parce que juste après les présidentielles, on est aux législatives. À quoi ça sert d'aller bouger des personnes sur le terrain quand on sait que peut-être que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas toute la connaissance. Donc il faut reconduire, selon vous, pour moi, je pense qu'il faut reconduire les listes pour se donner toutes les chances de gagner aux législatives. Voilà. Que Gikaoué ait soutenu Bion, que Valérie Yapo, ce qu'il a démenti, que Valérie Yapo n'est pas un candidat indépendant. Je veux dire, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas le moment de se structurer quand on sait que vous-même, vous avez actuellement créé le Rassemblement ivoirien pour la démocratie dans le cadre des élections. Je pense que c'est le lieu pour le PDCI de chercher à s'unir. Parce qu'on ne va pas, ad vitam aeternam, reproduire les mêmes erreurs. On s'est plaint, on a discuté sur ce plateau, tout et tout. Pourquoi est-ce que l'opposition a eu des problèmes vis-à-vis du parti d'Alassane Ouattara? Parce qu'à un moment, ils n'ont pas su s'unir. Mais si en notre propre sein, on doit se régler des comptes, je pense que chacun doit aujourd'hui pouvoir mettre son ego de côté, penser au PDCI, parce que Gandhi a dit quelque chose qui est tellement, c'est tellement juste. Je dis, Bédié aujourd'hui de sa tombe, il doit se retourner à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que il ne reconnaîtrait pas son parti? Non, mais le PDCI est devenu méconnaissable. Le PDCI aujourd'hui est méconnaissable. Très bien. Il n'est que, en vérité, le PDCI aujourd'hui, l'homme de lui-même. Et je pense que, sincèrement, chacun doit mettre ses égos de côté. On reconduit les gens. S'il faut renforcer d'autres personnes, on les renforce de sorte à gagner des sièges. D'autant plus que vous avez dit que vous partez aux législatives. Mais est-ce que vous partagez donc le point de vue de Daouda qu'il faudrait faire comme le RHDP, reconduire simplement les anciennes listes et puis stabiliser ses positions, Dr Barry? Ouais, Christelle, je suis d'avis avec Daouda sur ce point. Il faut miser sur les chevaux qui gagnent déjà parce que il y a
le délai il est tellement court que si vous prenez de nouveaux visages pour envoyer, ce n'est pas évident que vous puissiez récolter le vote des concitoyens. Maintenant, comme ils l'ont dit, hein, mes prédécesseurs, le PDCI traverse une période de turbulence. Mais comme je l'ai dit, pour moi, ça fait partie de la vie d'un parti politique. Quand on est PDCI-RDA, qu'on a près de 80 ans d'existence, on a eu comme chef Félix Houphouët-Boigny, qui pratiquement était un président pour toute l'Afrique. On a eu comme président Henri Konan Bédié, qui a une carrière politique administrative connue de tous, président de la République de Côte d'Ivoire pendant 6 ans. Ce n'est pas facile de se faire remplacer. Et M. Tidiane Thiam, qui est financier, comme il le dit, pendant 20 ans, il a été absent du champ politique. Il y a des stratégies, il y a des rouages qu'il ne maîtrise pas. C'est une découverte pour lui. Je veux dire que c'est maintenant le bébé projet Thiam est en train de faire 4 pattes. Donc, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défis qu'il va falloir relever. Mais une chose est sûre, le parti, il a une base de cadres sur lesquels il peut compter. Maintenant, ce sera au leadership de fédérer ces cadres-là, autour d'un projet qui va permettre au PDCI d'engranger beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Et en gagner davantage. Parce que quand vous regardez, Christelle, les partis historiques qui ont mené nos États à l'indépendance, en Guinée, le PDG ne peut même plus gagner une commune. Il est mort avec Sékou Touré. Au Sénégal, le Parti socialiste fondé par Léopold Sédar Senghor, il est l'ombre de lui-même. Peut-être même qu'il n'existe même plus au Parlement. Mais le PDCI, quand même, a su rester bien sûr. ce mastodonte du RDA là, qui encore anime la vie politique. Mais si on n'y prend pas garde, on ne pose pas les bonnes questions, on essaie tout le temps de pointer le doigt sur les autres et on n'assume pas soi-même ses responsabilités, on envoie le parti vers l'abîme et ce n'est même pas souhaitable pour la démocratie ivoirienne parce que le PDCI, c'est un monument. Très bien. Daouda, rapidement, avant de passer... J'ai oublié, parce que je parlais d'argent justement au PDCI. Quand je parlais de la question de Tidiane Thiam et autres, il est important aussi, les partis politiques vivent de dons, de legs, d'héritage et autres, de cotisations. Mais justement, vous avez dit le mot, subvention. Posons-nous la question, est-ce que, parce que je me rappelle, il y a quelques 6, 7, 8 mois en arrière, les partis politiques d'opposition demandaient les financements, la subvention de l'État. Est-ce que Est-ce qu'elle arrive cette subvention? Posons-nous la question. Parce que je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas aussi leur jeter tout ça au visage pour dire que voilà, il y a un manque de ceci, un manque de cela. Si tout ça aussi, ça ne vient pas, ça fait partie de la... Voilà, il faut donner cet argent-là. Très bien. Keïta, ensuite Gandhi et Marius. Je pense que le problème du PDCI aujourd'hui n'est pas compliqué. L'ADN du PDCI, c'est la paix, c'est le dialogue. C'est cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ils se sont éloignés de leurs idéaux. Donc, ils sont devenus aujourd'hui un parti centrifuge, un parti qui se cherche. Dans ces conditions-là, votre propre nature, lorsque vous la perdez, le temps s'arrête pour vous. Et c'est ce qui se passe. Donc, il faut juste qu'ils se retrouvent. Ouais, toutes ces alliances qu'ils font avec le COGEP, avec MGC, aujourd'hui avec le RID, avec PPACI. Bon, le RID, c'est un mouvement qu'ils créent. Je veux dire, c'est la même chose, quoi. Ils ne se retrouvent plus. Ils sont mélangés, comme on dit. Or, il faut qu'ils reviennent à leur... il a parlé de RDA, mais le RDA, c'était quoi? Est-ce que vous voyez? Sinon, ce n'est pas une question d'argent au PDCI. Ils ont le plus grand pourvoyeur d'emploi après l'État chez eux. Donc, ils ne veulent plus, hein? C'est brillant, mais vous savez bien, ce n'est pas une question de ressources. C'est une question de gouvernance. Le PDCI est une question de gouvernance, de tolérance et de pardon. Ils ne veulent pas se pardonner. Lorsqu'il y a un conflit après la présidentielle, je pense que ton rôle, c'est de rassembler tout le monde, de faire appel à tout le monde et d'initier le tolérons-nous, le vivre ensemble. Mais ça n'a pas été fait. Ils sont aujourd'hui encore dans les conflits. Ils sont dans les conflits, dans les guéguerres, de sorte que la maison s'effondre progressivement. Est-ce que c'est pas trop dire? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop alarmiste sur ce plateau? Non, c'est pas alarmiste, c'est des faits. Bon, Christelle, oui, écoutez, moi je ne suis pas... Est-ce qu'on est vraiment en train de dire que la maison s'effondre? Je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Vous voyez, tous les partis politiques, que ce soit aujourd'hui le RHDP qui était l'ex-RDR, je suis persuadé que quand ils étaient dans l'opposition, que ce soit leur personnel, ont connu des moments de retard dans le paiement. Vous voyez, quand on n'est pas au pouvoir, parce que tout à l'heure, quelqu'un a fait l'historique du PDCI. Quand on a fait 33 ans au pouvoir, comme le PDCI l'a fait, à un moment donné, on a confondu peut-être l'État, vous voyez, avec ce qu'on avait comme assise. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut plutôt moderniser le PDCI de telle sorte que le financement des cadres puisse être un peu plus transparent.
Voilà. On ne peut pas avoir 66 députés et puis peiner à payer le personnel. Ça, ce n'est pas possible. Je pense que c'est plutôt une question de gestion. À mon niveau, hein, je peux me tromper. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu dire que non, le PDCI, quand on ne peut pas payer le personnel, ça peut présager qu'on n'est pas prêt à gérer un État. Non. Même dans ce pays, ceux qui gèrent l'État, on a vu ici les balayeuses qui ont manifesté qu'elles avaient des retards sur leur salaire. Est-ce que c'est pour dire que le président actuel ne pouvait pas gérer le pays? Je dis, on peut toujours avoir des problèmes. Privée, oui, mais que ça soit privé ou pas, en fait, attends, on est dans... Non, il ne faut pas confondre le privé et le... Justement, je suis d'accord avec... Parce que Gandhi, si tu confonds le privé et le public, il y a problème. Mon ami, on a été dans ce pays... termine et puis vous allez réagir. Dans ce pays, les militants ont manifesté qu'ils n'avaient pas été payés. Ils ont pris les armes pour ça. Je veux dire quoi? Quand on est en société, on peut avoir des petits problèmes de retard de paiement. On est dans ce pays, il y a des entreprises qui sont dans ce pays, qui sont sous la tutelle de l'État, qui accusent un retard de paiement. Ce n'est pas pour autant qu'on dira que Ouattara ne peut pas gérer le pays. Non, mais voilà. là... Mais attends, concernant le PDC... En même temps, si on n'échange pas la parole, ça devient compliqué. Je suis quand même surpris. On veut faire le procès du PDCI, non le PDCI. Ce problème-là pourrait arriver à n'importe quel parti qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Maintenant, pour dire... Et on termine. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le PDCI, est-ce qu'en l'état actuel, doit pouvoir laisser les anciens députés compétibles? On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, on change une équipe qui ne gagne pas. Très bien. Voilà. Donc moi, je pense qu'on va en guerre avec les lieutenants qui sont les plus... Si le PDCI constate que certains, à un moment donné, ne font pas leur affaire, mais le mieux, c'est que le PDCI ferait mieux d'appeler tout le monde à la discussion pour repartir à zéro. Et c'est ce que nous demandons à Thiam. Daouda, petite réaction. Non, c'est même pas une relance même, c'est juste une précision. Il est important que tu rafraîchisses ta mémoire, Gandhi. Les militaires en Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème de salaire. C'était les questions de primes. Et aujourd'hui, si tu viens sur un plateau dire qu'il y a eu un problème de salaire avec les militaires, c'est faux. Moi, je ne l'ai jamais dit. Tu viens de le dire à peine. Non, en fait, vous voyez, c'est ça. Quand on parle... tu viens à peine de le dire. Mais en même temps, non, tu ne peux pas m'empêcher de parler, s'il te plaît. Non, Gandhi, calme-toi. On vous a écouté. J'ai pris le temps pour t'écouter religieusement. Respire un peu, je vais t'expliquer. Voilà. Pour t'expliquer tout simplement que tu as parlé de problème de salaire. Et quand tu parles de salaire, ce n'est pas vrai. Nous devons informer les gens. C'est une question de prime. C'est la question des 12 millions. Ils estiment qu'il y a eu des choses, on devait leur payer des primes, tout et tout. Des engagements avaient été pris. Ce n'est pas des salaires. Maintenant, les balayeuses qui font des grèves, ça et là, c'est une entreprise privée. Tu ne peux pas confondre ça avec une gestion étatique. Très bien. Voilà, le 10 ans, tu es dans le faux. Ok, non. Donc il faut que tu précises, Daouda. soit de là, ici, maintenant, voilà qu'on le bouge. Et on permet, s'il te plaît. termine, et puis on réagit, et puis on sort de ça. Je t'ai laissé respirer. Laisse-moi respirer. Daouda, on termine. Voilà, tout ce que je t'ai dit simplement, soit ici, on te redonne la parole, tu reformules ta pensée, on est tous d'accord, on avance. Maintenant, si tu ne peux pas aussi, bon, voilà, c'est pas bien grave. Bon. Mais il est important pour moi de te le dire que c'est une question de prime, ce n'est pas des salaires. Allons-y, Gandhi, on termine, on sort de cela. C'est ce qui est... Je vais inviter Daouda à dire, là, on parle de salaire, on parle de prime, il s'agit tout simplement de sous. C'est ça le problème ici. L'idée, c'est ça. Mais en même temps... Non, oui, non, quand tu parlais, je parlais attention, pas. Attention, Daouda, non, attention. Toi, tu me Daouda, prime et salaire, ça fait deux choses. Daouda, attendez. En fait, tu veux nier ce que tu viens de dire il y a même pas 2 minutes. Daouda, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. C'est dommage. Daouda, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Oui, Gandhi, c'est vrai que c'est une question de sous, mais il faut bien reformuler pour être très précis. Il ne s'agit pas de salaire, de prime. Allez-y. Je dis, que ce soit des sous ou des... On a un retard. C'est l'idée que je veux donner. Très bien. On a un retard. Que ce soit des retards de salaire ou des retards... On a un retard. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que quand il y a un mois, des gens ont un mois au niveau du chose, comme on appelle, du siège du PDCI. Du coup, on fait un procès. Non, on ne peut pas. J'ai dit non. On peut avoir un retard dans le paiement, que ce soit de paiement de salaire ou de prime, c'est un retard. Ça ne serait justifié que quelqu'un ne peut pas gérer un État. Et mieux, à l'état actuel dans notre pays, on a assisté à un moment où des gens ont eu des retards au niveau du paiement des sous, que ce soit des salaires ou que ce soit des primes. Voilà, la précision est bonne. Très bien. S'il vous plaît, messieurs. Je pense que c'est pas toi qui anime encore. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Pardon, c'était Marius et puis on revient à vous. Marius, comment est? Bon, écoutez, il faut vraiment remettre la balle de sable. Allez-y. La situation qui prévaut au PDCI est tellement alarmante et difficile à concevoir qu'on devrait plutôt aujourd'hui aider ce grand parti qui nous a vu grandir, qui nous a mis à l'école, nous autres, de sortir donc, de la situation qui est la sienne. Quoi qu'il en soit, et je l'ai dit, et Daouda l'a soutenu, ainsi que Keïta, aujourd'hui, le PDCI a besoin que ces cadres mettent la main à la poche. Voilà, il faut bien que les cadres comprennent que, parce qu'on ne peut pas reprocher aujourd'hui au régime actuel de ne pas payer
eh bien, la subvention étatique aux partis politiques qui en ont le droit, qui en ont droit. Parce que si on se réfère à la rente viagère des uns et des autres, si je me rappelle donc au dernier discours du président Laurent Gbagbo, disant qu'aujourd'hui il vit grâce à sa rente viagère avec son épouse, je ne doute pas que si le régime paye des rentes viagères, y compris à leur plus grand opposant, qui est le président Gbagbo et son parti, le PPA-CI, eh bien le régime ne le ferait pas pour les subventions aux partis politiques qui en ont le droit. Et donc, sur cette base-là, et je n'ai jamais entendu une instance de décision du PDCI se plaindre du fait que leur subvention n'a jamais été versée. Okay. Et donc, sur cette base, je considère que jusqu'à preuve du contraire, bien, la subvention étatique est régulièrement versée à ce parti. Voilà, même si ça vient en retard, c'est versé quand même. Parce que même les salaires, au niveau même du public, ça vient souvent en retard. Donc ça, même dans le privé, des salaires viennent en retard. J'ai dit ça, je ne vais pas plus loin. Très bien. Messieurs, on écoute. Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne mesurent pas encore la gravité du problème du PDCI. Quand vous voyez le siège de Cocody, quand vous voyez la permanence du plateau et quand vous voyez la maison du PDCI à Treichville, qui est aujourd'hui en ruine, c'était l'un des plus grands bâtiments, mais aujourd'hui, la maison du PDCI à Treichville est en ruine. Mais pourquoi? Et on ne peut pas comparer, là je passe à un autre axe, on ne peut pas comparer une entreprise à quelqu'un qui a pour vocation de diriger le pays. Quand tu as une entreprise de balayeur, ton rôle c'est de balayer. Est-ce que tu n'as pas balayé? Est-ce que l'État n'a pas payé la subvention à l'entreprise Scotty ou bien, non, je ne fais pas de publicité. On ne fera pas de publicité. À l'entreprise qui est chargée. L'État verse les subventions, c'est comme dans les établissements privés. L'État verse les subventions aux fondateurs, mais les fondateurs payent mal leurs enseignants. Or, dans le cas d'espèce, le PDCI a pour vocation de diriger le pays. Ils doivent montrer par toutes leurs actions, par les pas qu'ils posent, qu'ils sont capables de faire mieux. C'est ça le rôle aussi d'un parti politique. Et quand vous avez de l'eau dans le gaz à votre niveau, c'est sûr qu'on ne vous fera pas confiance parce que vous avez besoin de montrer que vous êtes les meilleurs. De montrer le proverbe blanche. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Très bien. Docteur Barry. Christelle, les problèmes évoqués par M. Keïta, je les comprends. Je suis d'avis avec lui. Les solutions à ces problèmes sont à l'intérieur du PDCI. Par exemple, il a évoqué l'identité. Mais si c'est une question d'argent, Christelle, Jean-Louis Billon, c'est un membre du PDCI. Thierry Tano, il est membre du PDCI. On ne va pas refaire l'histoire en même temps. Thierry Tano, je suppose que lui, il n'y a pas de problème avec lui. Il a une carrière internationale, c'est un cadre du PDCI. Mais est-ce qu'on ne revient pas justement... Ils ont tellement de cadres à l'intérieur. Docteur Barry, justement, est-ce qu'on ne revient pas au même point de départ de dire que c'est un cadre ou une personne qui devrait soutenir, comme le faisait le président Henri Konan Bédié? Vous parlez des cadres et là, vous citez un nom, deux noms. C'est quand même Christelle, un peu on peut citer beaucoup d'autres. Ce que je veux dire à travers ces deux personnages-là, c'est que le problème du PDCI, c'est une question d'ego d'abord qu'il faut régler. Il a parlé d'identité, le dialogue, où on en est. Le président Bédié, le professeur Alphonse Didier Madi, il s'est présenté contre lui à un congrès. Mais Bédié n'a pas chassé, il n'a pas rejeté, il n'a pas indexé Didier Madi. Même Kakabe s'est présenté contre lui, il ne l'a pas chassé du PDCI. À un moment donné, il y a eu des problèmes, je ne vais pas revenir. Il a été suspendu, mais ça, c'est en 2020. Non, il n'a pas été radié. Je veux dire que le principe premier, c'est de dialoguer. Et lorsque vous refusez de dialoguer, le parti, vous prenez tous les pays du monde. Les gaullistes en France, aujourd'hui, ne pèsent même pas 4%. Parce qu'à un moment donné, les égos ont pris le dessus. L'essentiel, c'est de revenir aux fondamentaux. Dialoguer pour fédérer. Si vous n'avez pas ça, vous êtes à côté de la plaque. Donc, Marius, comment on terminera ce point avec vous? En Afrique, la majorité des partis politiques vivent de la poche de leur président. Et donc, des premiers responsables. Quand vous prenez le PDCI, surtout si on s'en tient aux propos tenus par leur président actuel sur des plateaux télé, au cours de certaines interviews qu'il a bien voulu accorder aux médias, il a dit qu'il était payé à 12 millions de dollars. 10 millions de dollars. Que fait le salaire justement du président du PDCI ici, Marius Komoé? Mais les gens écoutent. S'il vous plaît. Vous savez, quand vous dites que vous êtes payé à 10 millions de dollars, si nous multiplions 10 millions par ne serait-ce que ce que gagne à l'équivalent du CFA, on a au-delà de 5 milliards de francs CFA. Mais quelqu'un qui a 5 milliards de francs CFA, porter le PDCI comme l'a fait Oufouette,
comme l'a fait Bédier, ça ne devrait pas être vous-même, une mer à boire. vous annonciez l'aide, enfin, vous Non, nous l'avons dit, que il faut que les cadres, mais en attendant mettre ça en place, parce que lui, c'est un gestionnaire. Il a dit qu'il est un ingénieur, il est un fin technicien. Donc, en principe, quand il prend la tête du parti, il s'investit de sorte à mettre les mécanismes en place et recueillir par la suite l'adhésion des responsables du parti, l'adhésion au bureau politique. Vous avez plus de 150 personnes qu'il a lui-même nommées. Si chaque membre du bureau politique devrait s'acquitter régulièrement de sa cotisation, si chaque membre, on les voit sur les réseaux sociaux piaffer, mais c'est l'heure de mettre... Plutôt. Ben oui, bon, parler, c'est piaffer, c'est parler également, c'est un mot français. Oui, mais en même temps, c'est péjoratif. Hein, bon, d'accord. Alors donc, on leur demande, au lieu de bavarder sur les réseaux sociaux, qu'ils mettent la main à la poche pour faire fonctionner justement le parti, parce que c'est là que le parti les attend. Merci beaucoup, messieurs. Ouvrons maintenant la case Awa Domelo, qui, quant à lui, convoque ses militants à l'effet de les préparer à ces législatives. Un point assurément sera fait demain, mais regardons un peu l'attitude des anciens candidats à l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous jugez cette attitude-là? Daouda, on commencera avec vous. Et puis, est-ce qu'on a un point sur Henriette Lagous, Simone et Yves Gbagbo, Jean-Louis Billon? Allez-y. Bon, en l'état actuel, on ne peut analyser ceux qui bougent actuellement. Ceux qui n'ont pas bougé, parce que je pense que Simone et Yves Gbagbo vous a dit qu'il y avait un problème de moyens. Déjà, surveiller les bureaux de vote, c'était assez compliqué pour elle à faire un calcul de près de 650 millions de francs CFA. Je pense qu'Awa Domelo, il est dans sa stratégie. Aujourd'hui, quand tu regardes la posture de M. Awa Domelo aujourd'hui, c'est clair. Qu'on le veuille ou pas, et l'élection présidentielle de 2025, c'est terminé. Qu'on le veuille ou pas, Ouattara va partir. Qu'on le veuille ou pas, Gbagbo va partir. C'est vrai que personne n'ose en parler dans les différents QG. Mais on est dans l'après-Ouattara et on est dans l'après Laurent Gbagbo. Bon, l'après Bédier est en train de se gérer, on voit comment ça se gère. Donc sûrement qu'aujourd'hui, Awa Domelo, lui, se prépare pour l'après Gbagbo. Pas pour créer son propre parti, mais vous mais pensez pourquoi forcément créer son propre parti? Non. Pour moi, si de mon point d'analyse, il n'est pas dans une posture de créer son propre parti, d'abord, il faut d'abord, s'il arrive aujourd'hui à avoir ne serait-ce qu'un groupe parlementaire, bon, je ne sais pas, il a eu quoi, 2% ou 1%, je ne sais pas. Mais s'il arrive à avoir un groupe parlementaire avec les autres partis de l'opposition et autres, mais c'est quelque chose qui peut compter pour lui dans la balance, dans le combat de l'après Laurent Gbagbo. Parce que personne ne veut en parler, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Awa Domelo est en train de se préparer. Il va aller aux législatives, puisque déjà, il a été accusé d'avoir validé la candidature, c'est bien ça, de Alassane Ouattara. Donc, on va continuer, on va aller jusqu'au bout. Et puis, bon, ce qui doit arriver va arriver. Mais moi, je pense qu'il a tout à fait raison de préparer cette troupe. Parce que je pense que hier, vous avez reçu ici M. Ouraga, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, Bleu Goudé, qui son parti n'a même pas encore de récépissé, lui-même il a un candidat déjà. Donc, indépendant. Donc, qu'est-ce qu'il prouve qu'Awa Domelo ne va pas partir indépendant? Simone et Yves Gbagbo, elle va forcément aller dans des lieux. Très bien. Marius Komoué, votre regard justement sur la stratégie utilisée par Awa Domelo? Il faut dire tout simplement, Awa Domelo, c'est un fin stratège politique. C'est quand même quelqu'un qui a côtoyé et mené toutes sortes de combats aux côtés avec Laurent Gbagbo, même pas à son côté, même pas à ses côtés, pardon, mais avec Laurent Gbagbo pendant plus de 40 ans. 40 ans de lutte politique minimum, ce n'est pas du jeu. Il était tout jeune avec Laurent Gbagbo quand ils ont commencé la lutte politique depuis l'Europe en circulant les États africains. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le PPACI depuis le FPI d'alors, sous la gouvernance du président Gbagbo, jusqu'au PPACI. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui sont cadres du PPACI, Uba Oula, Thiédé, Jean Gervais, Danon Djedje, Damanan Picasse, et j'en passe quoi, Justin, mon ami et frère, mais également Blaise Las, mon jeune frère, sont tous des jeunes cadres et des doyens du parti du Laurent Gbagbo qu'il côtoie depuis des années. Alors selon vous, il avance dans sa stratégie d'avoir, pourquoi pas, un groupe parlementaire, tout en gardant un œil assez précis et clair sur le PPACI, c'est ce que vous dites? Et bien évidemment, pour quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle d'une nation comme la Côte d'Ivoire, il serait bon de pouvoir d'attester
de ce qu'une bonne partie de la population ivoirienne lui font confiance. Et pour l'attester, au-delà de la défaite présidentielle, mais il peut l'exprimer également, cet amour-là. Les populations ivoiriennes qui l'ont voté peuvent l'exprimer également en portant leur choix sur les candidats à la députation qu'il pourra représenter. Et cela lui donnera un crédit politique qui lui permettra, comme l'a dit Daouda, de peser dans la balance et d'aller à la table de discussion au soir du congrès du PPACI pour être élu comme président. Très bien, on a votre point, Gandhi. Avant de parler de Dombello, je voulais rappeler à Daouda, mon ami et frère, qui disait nous sommes bientôt dans l'après-Ouattara, mais rien ne dit. Hein. Ouattara peut encore empiler, surtout que la Constitution ne lui interdit pas ça. Donc c'est ce que je non, non. Son dernier mandat s'il vous plaît, la Constitution ne lui interdit pas. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Gandhi, vous ouvrez un autre débat, nous revenons sur notre sujet. Pour l'instant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur nos tropiques, à tout moment, ça peut pouvoir changer. Eh bien voilà, on peut comprendre. Ça, on peut avoir votre point avant le journal, Gandhi. On ne pourra pas. Retour, on aura à regarder l'actualité en Guinée où le général Mamadi Doumbouya est candidat à l'élection présidentielle et le point du Mali à tout à l'heure. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Merci de prendre de votre temps, de nous suivre encore une fois. Notre plateau n'a pas changé. Dr Barry, Lassina Keita, Gandhi Koué, Marius Komoé, Daouda Coulibaly sont toujours en notre compagnie. Nous allons aborder cette seconde session en faisant juste une toute petite fenêtre pour celle passée en première partie sur le point. Dawa Dombello, Lassina Keita, votre point, quelques secondes. Ensuite, Gandhi, et nous allons embrayer sur la Guinée. Je peux juste dire qu'aujourd'hui, M. Awa Dombello est à la croisée des chemins. Il s'interroge, que faire? Est-ce qu'il doit revenir à son ancien courant, la Renaissance, ou encore convaincre ses amis du PPACI de le rejoindre? Quand on sait qu'il n'est pas lui-même un leader charismatique, quelqu'un qui mobilise, donc là, il est coincé. Donc, là où il est actuellement, je crois qu'il est... Pourquoi vous dites qu'il n'est pas leader charismatique? Oui, mais il ne draine pas de foule. Au PPACI, en dehors de Gbagbo, personne ne draine. Marius, comment on va l'écouter? Oui, il ne draine pas de foule. Celui qui draine des foules, c'est celui qui, quand il sort, il part avec au moins un tiers des militants. C'est ça. Et s'il avait été ce leader charismatique-là, il aurait pu créer un parti. Or, dès qu'il est parti, il y a eu certains de ses camarades qui l'ont laissé en cours de chemin. Donc là, il est coincé entre mobilisation et mobiliser et fédérer et se construire aujourd'hui. On espère qu'il va y arriver. C'est un monsieur très intelligent. Très bien. Donc, Gandhi Koué, vous partagez le même point de vue que Lassina. Allez-y pour votre avis. C'est que Dombello, comme Christelle, Dombello, Daouda l'a dit tout à l'heure, hein, au-delà de le taquiner, je pense que Dombello, c'est l'après-Gbagbo. Et pour quelqu'un d'intelligent comme lui, il a déjà compris, il est logique, il essaie déjà de faire son petit bonhomme de chemin. Et voyez-vous, quelqu'un l'a dit sur ce plateau-là, Dombello va finir par créer son parti. Voilà. En fin de compte, pas revenir au PPACI. Non, je ne crois pas. Même s'il devait revenir au PPACI, peut-être qu'ils vont se retrouver dans un grand parti. Mais Dombello déjà est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il va se créer un groupe. Les autres vont soit le retrouver, ils vont se retrouver après Gbagbo. Voilà. Mais je pense que c'est tout à fait logique et c'est un homme avec lequel il faut compter dans les années à venir. Et groupiller, donc glaner quelques voix oui, un groupe parlementaire, des places du PPACI. Je pense que c'est l'objectif. Très bien. Un groupe parlementaire, en fait, pour se faire entendre. Parce que là, il est lancé. Et ça s'impose à lui de pouvoir se faire entendre encore de mieux. Voilà. Messieurs, allons en Guinée. En Guinée, où c'était donc le 5 septembre 2021 que le général Mamadi Doumbouya prenait le pouvoir en Guinée et assurait qu'il ne se présenterait pas comme candidat à l'élection présidentielle. La donne a changé aujourd'hui. Il est candidat en face de 8 autres. Docteur Barry, un petit point avant nos commentaires. Bon, Christelle, je pense que vous l'avez évoqué, hein, le général Doumbouya, à l'époque lieutenant-colonel, a opéré un coup d'État militaire le 5 septembre 2021, un coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Et il est là, ça fait 4 ans, il avait pris des engagements, lui et ses camarades, ceux de ne pas se présenter, ni lui, ni les membres du CNRD, comme ils appellent la junte militaire au pouvoir. Mais je pense que ça fait quelques mois quand même, on sentait que le vent avait changé, c'est-à-dire que la promesse allait accoucher d'une souris. Le général est candidat et à côté de lui, il y a 8 autres candidats.
avec des profils différents. Certains anciens ministres comme M. Abdoulaye Yero Baldé, qui a été ministre de l'Enseignement supérieur, vice-gouverneur de la Banque centrale. Il y a aussi Mme Makale Camara, qui est ancienne chef de la diplomatie du président Alpha Condé. Et il y a El Hadj Bouna Keïta, qui avait été candidat en 2010. Il y a quand même quelques profils. Mais ce qu'on retient, c'est que pour ceux qui avaient candidaté, il y a M. Lansana Kouyaté, qui était à l'époque secrétaire exécutif de la CEDEAO, ancien Premier ministre, qui a été recalé. Il y a El Hadj Ousmane Kava qui a été recalé, mais la Cour suprême a donné un délai, je crois, de 3 jours à ces derniers-là pour qu'ils puissent rajouter les éléments qui manquent pour candidater. On note aussi l'absence d'un monsieur comme Cellou Dalein Diallo, qui est frappé par la non-résidence. Il est en exil. Monsieur Sidia Touré, également en exil, mais frappé par l'âge aussi, parce qu'il a 80 ans. La nouvelle constitution limite justement le mandat, la candidature à 80 ans. Donc, c'est ceux-là qui sont les grandes figures avec l'ancien président Alpha Condé. Pour cette élection, c'est pratiquement de nouveaux visages. Quand je dis nouveaux visages, ils sont connus des Guinéens. Un monsieur comme Faya Milimono, il est connu des Guinéens. Ce n'est pas quelqu'un, durant les compétitions électorales auxquelles il a participé, qui a fait un gros scoring. Son plus gros score, je crois, c'était 5%. Très bien. Donc, en face, le général n'est pas favori parce qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, c'est un Conseil national de transition. C'est lui qui a nommé à tous les postes civils et militaires, donc il déroule son agenda. Le peuple vote. En ce moment, comment est-ce que le peuple prend cette candidature? Est-ce que vous pensez que la population le suivra dans son désir de gouverner officiellement la Guinée? Écoutez, je pense que parler de l'expression du peuple, c'est par les élections. Quoi qu'on dise, ce n'est pas 15 000, 20 000 personnes qui sortent. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des grands partis politiques qui ne sont pas. Donc le général Doumbouya, il est largement favori face à ces candidats-là. Et probablement, il gagnera les élections. Parce que quand on fait l'analyse, on analyse les choses à froid. Quand on voit la configuration, comme je l'ai dit, M. Abdoulaye Yero Baldé, sa première expérience, M. Faya Milimono, ce n'est jamais quelqu'un qui a dépassé 5%. Et probablement, dans certains bastions affiliés à Cellou Dalein Diallo, il n'y aura pas beaucoup d'affluence parce que le candidat n'est pas là. Mais vous le savez tous, même avec un taux de participation de 30-40%, si le général a 51%, il est président de la République. Très bien. Keïta, Gandikwe, Marius Komwe-Daouda, on fait un petit point. À mon avis, la situation de la Guinée nous ramène à la même situation qu'on était à l'acquisition des indépendances en 1960. L'Afrique noire est mal partie. Vous vous souvenez du livre, René Dumont l'a dit, qui est caractérisé par le péril kaki, c'est-à-dire que des coups d'État qui n'en finissent pas, les militaires qui se caractérisent par le non-respect de la parole donnée, par la confiscation des libertés, par la mise sous cloche du pays. Bon, on en est là, on ne bouge pas. On ne parle plus développement, on parle confiscation du pouvoir. On ne parle plus création de richesse, on parle confiscation du pouvoir, préservation du pouvoir. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes, malheureusement. Va-t-on s'en sortir? Rien n'est moins sûr, qui vivra verra. Très bien, Gandikwe. La triste réalité africaine, en fait, sous nos tropiques, c'est le train quotidien. Je pense qu'un militaire qui arrive, qui promet monts et merveilles et qui revient encore pour être candidat, il ne faut rien attendre de la Guinée. Je pense qu'il a pris le pouvoir. C'est pas un peu trop désespéré, ça? Non, en fait, c'est la réalité. Je pense qu'en dehors de Guéhi, il y a une Côte d'Ivoire qui a été l'exception. Un militaire qui prend le pouvoir, qui se présente, il va pour gagner les élections. Tout à l'heure, je pense que Barry l'a dit clairement, hein, les grands ténors de l'opposition sont éliminés. Qu'est-ce que vous attendez? Un militaire qui a pris le pouvoir par les armes, je pense que ce n'est pas par des bulletins qu'on va pouvoir l'enlever. Voilà, c'est clair. Daouda? De la Guinée. Je ne désespère pas. Je pense que c'est le lieu pour moi, en fait, d'en appeler à la conscience citoyenne de la jeunesse guinéenne qui a été écartée, en fait, puisque selon celui d'Alain Diallo, l'âge limite c'était 40 ans. Oui. Mais dans la nouvelle constitution, ils sont remontés jusqu'à 44 ans maintenant. Donc, en gros, la jeunesse, ils ne sont pas trop pris en compte. Et moi, je me dis aujourd'hui, beaucoup d'opposants guinéens qui ont été écartés de cette élection présidentielle, je pense qu'ils devraient s'inspirer du cas ivoirien. Parce que l'erreur qui a été commise ici par l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est de ne pas s'unir.
Si véritablement, c'est pourquoi je dis que je ne désespère pas. Si l'opposition s'unit. Si l'opposition s'unit, s'il décide de ne pas voir le général Doumbouya gagner ces élections, le fief de Félix Diallo, toutes ces personnes, même celui qui n'a pas jamais eu 5%, c'est le lieu de lui permettre d'avoir 51%. De sorte à ce qu'il n'y ait plus de militaires au pouvoir. Sinon, quand je finis de dire ça, comparaison n'est pas raison, mais j'avoue que, encore, je préfère au moins qu'on parte dans un processus démocratique, comme ce qui s'est passé, par exemple, au Gabon. Parce qu'à côté de nous, on a d'autres personnes qui sont, eux, ils se donnent 5 ans. Hein. Ils s'asseyent, il y a un conseil qui s'assoit, on vous donne 5 ans. Il n'y a pas trop de grandes différences. Hein. Ouais, mais bon, au moins, on va dans il y a un semblant d'élection, Barry. Tout à fait. Et donc, même si selon toi, c'est un semblant d'élection, il serait bien que le peuple se lève comme un seul homme pour dire Doumbouya, ce coup d'État-là, nous, on n'a pas accepté ton coup d'État au départ, mais si tu vas aux élections, nous allons aller dans les urnes pour voter contre toi. Et contre ça, il ne peut pas lutter. Très bien. C'est le lieu pour... Voilà. Maurice, comment est? Bon, encore une fois, l'Afrique doit se réveiller totalement désabusée pour la simple raison qu'on s'attendait à un militaire qui est advenu au pouvoir comme l'a été Robert Gueye en Côte d'Ivoire pour balayer la maison et qui avait fait toutes les promesses. Eh bien, c'est un cycle vicieux de promesses trahies. C'est encore des sermons bafoués. Des militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Conakry en faisant sauter le régime du président Condé. Nous pensions effectivement qu'il balayerait la maison et céderait donc le pouvoir d'État aux civils. Malheureusement, après donc avoir porté le treillis des généraux, il a tronqué avec un nouveau costume de chef d'État. Eh bien, il part donc à une élection en éliminant les potentiels candidats que sont Cellou Dalein Diallo, Lassana Kouyaté, mais également l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui lui également, voilà, Ousmane Kaba, qui partait également aussi, qui comptait parmi ceux qui partaient favoris. Malheureusement, et au risque de me tromper, quand on sait ce qui s'est passé, il a dit tantôt au Gabon avec Olendi, et ce sera avec beaucoup de surprises, pour ne pas dire un miracle, qu'on verra naturellement Doumbouya perdre ses élections. Mais je ne doute pas qu'il y aura cataclysme en Guinée-Conakry. Il est fort probable, et c'est tellement clair chez nous, qu'un militaire qui organise des élections ne cédera pas le pouvoir, et bien évidemment à des civils. D'accord. Docteur Barry, on rappelle la date donc, de cette échéance électorale en Guinée? C'est le 18 décembre. Le 18 décembre prochain. Pensez-vous qu'on aura, cela se fera dans un contexte assez calme? Non, je pense que ça sera calme avec le référendum. C'était calme. Donc, je pense que la Guinée, c'est un pays quand même qui a connu beaucoup de violence. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas eu de guerre civile, mais où il y a eu beaucoup de violences politiques et des violences qui ont impliqué l'armée par le passé. Le général Lansana Conté, vers la fin de son régime, il y a eu les bérets rouges, sa garde prétorienne a tiré sur des civils en 2006-2007. Le capitaine Dadis, tout le monde a vu l'épisode. Et encore le béret rouge, toujours le béret rouge qui revient avec le général Doumbouya. Mais je pense que globalement, cette fois-ci, je pense qu'il n'y aura pas de violence. Vu l'état d'esprit que je vois, parce que les principaux leaders qui ne sont pas là ne sont pas sur le terrain. Très bien. Donc, comme Daouda l'a dit, par contre, s'ils avaient essayé de mettre leur ego politique de côté pour se fédérer autour d'un leader, ça aurait peut-être pu empêcher le général de passer. Très bien. Je n'y crois pas. Messieurs, de la Guinée, partons au Mali où l'Union africaine donc, appelle à une aide urgente au Mali. Son Excellence Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, appelle à une action internationale urgente face à l'escalade de la crise au Mali, face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire, où des groupes terroristes, vous le savez, ont imposé un blocus, interrompu l'accès aux biens essentiels et aggravé de manière dramatique la crise humanitaire pour les populations civiles.
l'Union africaine appelle à la solidarité autour du Mali. Messieurs, on a la minute pour chacun avant de terminer notre projet ce soir, Daouda. Non, ben, je pense que ça va faire la énième fois qu'on le dit ici, parce que moi je dis que ce soit le Mali ou le Burkina, voici deux pays qu'il faut aider malgré l'attitude de la classe dirigeante. Voilà, ils peuvent tenir des propos, ils peuvent dire des choses, mais si le Mali ou le Burkina cède, c'est une digue. Si ça cède, c'est la sous-région qui va... Ça va être une catastrophe, en fait. Mais quand l'Union africaine appelle justement une aide urgente, quel est le dispositif qui est mis en place? Ben, pour moi, je pense que déjà, quand on parle d'aide urgente, c'est d'abord d'aider les personnes. Et bien, pourquoi pas mettre... C'est le lieu aussi pour l'Union africaine de mettre, peut-être pourquoi pas, une armée en place pour lutter contre le terrorisme. Mais c'est le lieu aussi, je pense que c'est un appel qui est fait aussi aux autorités maliennes et burkinabées d'avoir aussi une oreille attentive pour dire que ce combat dans lequel ils sont, c'est un combat asymétrique. Ils ne peuvent pas le gagner seuls. Il faut qu'ils acceptent d'être aidés. Mais malheureusement, tous ceux qui veulent les aider, ils n'en veulent pas. Arriver à un moment, c'est compliqué. Marius Bon, on n'ignore pas les tensions qui existent aujourd'hui entre Niamey et Ouagadougou. Dans cette frêle histoire de l'AES qui se construit bon gré, malgré. L'attaque que nous avons constatée tout récemment n'est pas incognito pour Niamey. Et ça, il faut le dire, parce que l'axe Dori-Ouagadougou est depuis un bon moment infréquentable. Et surtout depuis l'attaque de Yirgou et de Solan. Alors quand l'Union africaine, pour revenir à ma question, quand l'Union africaine appelle à une aide, ça veut dire quoi concrètement dans les faits? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que la CEDEAO devrait réagir? C'est quoi votre point? Il reviendrait donc à l'Union africaine de se trouver les moyens d'apporter cette aide-là. Et soit, si c'est des moyens aériens, on devrait pouvoir le faire. Mais si d'ordinaire, on devrait compter sur l'axe des 3 États pour pouvoir faire transiter les aides, sauf si l'UEMOA ou la CEDEAO ou même l'Union africaine pourrait naturellement assurer le convoyage de ces aides. Kandikwe? Je pense que c'est pareil, hein, l'autre l'a déjà dit. À l'heure actuelle, il faut penser humanitaire au niveau de ces pays-là. Tous les pays de la sous-région doivent impérativement venir. Il faut taire les querelles, il faut taire en fait, le comportement des dirigeants de ces pays-là pour que la CEDEAO et l'UA viennent véritablement en aide. Parce qu'au-delà des dirigeants, il y a les populations innocentes, les populations civiles. Et à l'heure actuelle, je pense que le grand challenge, c'est de pouvoir convoyer là-bas tout ce qui concerne en fait ce dont ils ont besoin. Alors que vous voyez avec les terroristes, donc c'est une action vraiment concertée qui s'impose. Et Daouda l'a dit, il faut quand même taire l'ego. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu. Il faut appeler solennellement l'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Très bien. Lassina? Oui, la situation du Mali, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Comment? L'hôpital qui vit de charité, qui dit non, je n'en veux pas. Est-ce que le Mali a dit qu'il ne voulait pas? Mais ils se sont séparés de la CEDEAO, ils se sont séparés de tous leurs partenaires économiques. Dans ce contexte actuel où l'Union africaine... Oui, mais lorsque on vit dans un monde planétaire aujourd'hui, où ce sont 2 mains qui se lavent. Tout à fait. On a parlé du dispositif, vous avez parlé du dispositif de l'Union africaine, mais d'où est-ce que ce dispositif va partir si ce n'est pas par un pays de la CEDEAO? Ça va être difficile. Si ils étaient restés au sein de la CEDEAO, ils auraient eu des moyens de lutter sérieusement contre la situation qui sévit aujourd'hui. Mais ils sont seuls. Mais un homme seul ou un pays qui est seul est à la merci. À la merci, devient une proie. Ils sont avec l'AES. Ils sont avec l'AES, mais que fait l'AES aujourd'hui? Que vaut l'AES aujourd'hui? Quelle est la capacité, la force opérationnelle de l'AES aujourd'hui à faire face au GENIM? Très bien. Le Mali est enclavé, le Mali est sous blocus. Sous blocus. Par le Sénégal, la frontière du Sénégal s'est fermée, par la Côte d'Ivoire s'est fermée. 300 citernes sont parties d'Abidjan. Arrivées à la frontière, les 300 citernes ont été incendiées. Quelle est la force opérationnelle aujourd'hui? Donc c'est aujourd'hui... Incendié par les groupes terroristes. Par les GENIM. Le Mali fait l'expérience du feu aujourd'hui. Le Mali fait l'expérience du feu aujourd'hui. Ils vont comprendre à la sortie de cette crise qu'on a toujours besoin de l'autre et qu'il faut vivre toujours ensemble. Bon, on termine avec vous, Dr. Christelle, je salue l'initiative de l'Union africaine, mais le problème, c'est que l'Union africaine n'a pas de force militaire en tant que telle. Et quand je regarde la configuration, je pense que les armées qui peuvent faire une mission au Mali pour
aider le Mali, il y en a. L'armée égyptienne peut le faire, l'armée algérienne peut le faire. Mais le problème, c'est que le Mali ne s'entend ni avec l'Algérie ou peut-être même avec l'Égypte. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc l'Union africaine, comme il l'a dit, la force, elle atterrit où pour aller où? Donc aujourd'hui, peut-être le Sénégal ou le Nigeria. Oui. Non, le Sénégal n'a pas ses moyens militaires. C'est une question de logistique. Absolument. Des avions de transport de troupes, du ravitaillement, des transmissions. L'armée sénégalaise ne peut pas, je suis désolé. Alors, M. Keïta, juste un point de meilleure compréhension. Vous parlez de 300 citernes venues de Côte d'Ivoire en direction du Mali incendié. Des détails? Selon les informations que nous avons et que nous avons pu lire sur les journaux, lorsqu'il y a eu le blocus, lorsqu'il y avait une pénurie criarde de carburant à Bamako et dans tout le Mali, les autorités ivoiriennes ont jugé utile, il faut saluer le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, d'aider un frère, comme il l'a dit, malgré le conflit. C'est ainsi que 300 citernes sont parties d'ici. Mais lorsque ces 300 citernes ont franchi la frontière de la Côte d'Ivoire, les militaires ivoiriens ne pouvaient plus protéger. Bien sûr. Et donc, la force qui prévaut actuellement au Mali a dû incendier toutes les 300 citernes. Oui, ces citernes. Très bien, on reviendra donc sur cette actualité. On va regarder et puis mieux détailler encore. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la FTV. À demain, que Dieu nous garde.